Très bien. Bon matin, tout le monde. Je vous invite à prendre place. Je constate le quorum et je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte et je vous souhaite la bienvenue et demande à tous de bien vouloir éteindre la sonnerie et le mode de vibration de leurs appareils électroniques. La Commission est réunie ce matin afin de poursuivre la consultation générale et les auditions publiques sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022 ». Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Skeet Sainte-Rose est remplacé par Mme Picard-Soulange. Monsieur Birnbaum Darcy McGee est remplacé par Monsieur Déragi-Néligan. Mme Dorion-Tachereau est remplacée par M. Fontessia Laurier-Dorion. Et M. Lebel-Rimouski est remplacé par Mme Perry-Mélençon Gaspé. Excellent. Ce matin, nous entendrons les organismes suivants. Tout d'abord, l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Ensuite, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Par la suite, Montréal International et nous finirons ce matin avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Nous avons débuté à l'heure, alors nous sommes des champions. Fantastique. Je souhaite donc la bienvenue aux représentants de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé. À 1 minute de la fin, je vais vous faire un signe pour vous inviter à conclure. Je vous invite à tout d'abord vous présenter, puis à poursuivre avec votre exposé. Bienvenue. Merci. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, merci. Habib Al-Haj, directeur de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, l'IREPI. Je suis accompagné par Madame Monica Schlobach, chercheure et coordonnatrice scientifique à l'IREPI. Alors, lors de cette présentation, nous ferons état des activités de l'IREPI. Ensuite, nous présenterons les grandes lignes de notre mémoire et présentons nos recommandations. Nous serons par la suite disponibles à répondre à vos questions. L'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, l'IREPI, créé en 2009 par le Collège de Maisonneuve, est un centre collégial de transfert de technologies en pratiques sociales novatrices. Il a pour mission de contribuer au développement et au transfert des pratiques sociales novatrices en vue de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes immigrantes et issues de l'immigration. C'est un lieu interdisciplinaire de recherche appliquée. L'IREPI travaille avec une variété d'organisations impliquées dans le processus d'intégration des immigrants au marché du travail et à la société québécoise. Ces 3 principaux créneaux sont la gestion de la diversité ethnoculturelle dans les entreprises et les organisations, les pratiques et médiations interculturelles, prévention, lorsqu'on parle aussi de pédagogie interculturelle et autres, et les pratiques sociales novatrices, tout ce qui est en lien avec les solutions. L'enjeu présenté dans cette consultation interpelle l'IREPI. On a ressenti le besoin d'être ici pour envoyer le message suivant. L'IREPI considère que l'arrimage entre les besoins du marché du travail, le recrutement et les compétences des personnes immigrantes n'est qu'une étape dans un processus complexe. Même si l'esprit du nouveau programme Arrima est louable, il n'en demeure pas moins que la sélection des nouveaux arrivants, eu égard aux besoins des entreprises, ne garantit pas une bonne intégration en emploi ou en société. L'IREPI croit que l'accompagnement des acteurs concernés, entreprises, écoles, villes, personnes immigrantes, dans la gestion de la diversité ethnoculturelle et l'intégration des personnes immigrantes est l'affaire de tous. C'est une responsabilité qui doit être partagée par l'ensemble des parties prenantes, des citoyens et des organismes communautaires et interpelle la responsabilité sociale des entreprises, et non seulement l'UMIDI. Toutefois, il faut une vision et un leadership politique, rassembleur. On le dit souvent. L'intégration des personnes immigrantes débute par un leadership politique. Dans ce sens, au-delà des aspects économiques présentés dans le document de consultation, le gouvernement doit soutenir davantage l'intégration des personnes immigrantes par un investissement soutenu dans la gestion de la diversité ethnoculturelle en entreprise, dans l'innovation, dans la francisation en entreprise, dans le développement et de la reconnaissance des compétences et assurer un meilleur soutien aux populations vulnérables, notamment les demandeurs d'asile et les personnes ayant un statut temporaire, les travailleurs saisonniers et étudiants étrangers, par exemple. Le document de consultation mise sur l'arrimage entre compétences et besoins des entreprises. Alors, pour que l'arrimage réussisse, il faut aller au-delà des considérations économiques et mettre des efforts sur la collaboration, la concertation, la mobilisation des différents acteurs de la société. Malgré la bonne intention du gouvernement d'accélérer le processus de sélection de nouveaux candidats à l'immigration,
plusieurs zones grises demeurent sans explication, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des compétences à l'étranger, l'orientation 4, la favorisation des candidats ayant une connaissance des valeurs démocratiques, l'orientation 7, et les problèmes d'accès aux services des demandeurs d'asile. À propos des barrières à l'intégration, plusieurs obstacles persistent. Il existe toujours, aujourd'hui, un consensus relatif sur ces derniers. Par exemple, les manques de pratiques de gestion de la diversité sur le milieu de travail, de la discrimination, manque de réseau social et professionnel, difficultés d'accès à l'information, difficultés de reconnaissance des diplômes, des qualifications, de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger de la part des divers acteurs du marché du travail, employeurs, ordres professionnels, établissements d'enseignement, par exemple. Dans le but de faciliter le partage d'expertise dans la reconnaissance des diplômes, des compétences des travailleurs immigrants, l'IREPI recommande au MIDI la mise en œuvre d'un système permettant la collaboration, le partage de bonnes pratiques et initiatives novatrices entre le ministère, le MIDI, les entreprises et les acteurs du marché du travail ayant développé des méthodes de reconnaissance des compétences. À l'image de la société québécoise, la diversité ethnoculturelle est présente dans les entreprises. Si cette diversité est une source de richesse, elle ne va pas sans certain nombre de défis qui doivent être ou faire l'objet d'une certaine attention particulière de la part des gestionnaires. Pour les personnes immigrantes intégrées en entreprise et visant des postes de responsabilité ou exigeant des compétences rédactionnelles, la maîtrise de la langue française constitue parfois une barrière menant à un effet de plafond de verre. Une étude récente de l'IREPI a souligné l'importance de la mise en œuvre, notamment en entreprise, d'une offre de francisation compatible avec les exigences linguistiques des postes occupés par les personnes immigrantes et aussi des postes que ces personnes envisagent dans leur plan de carrière. La recommandation 2, c'est que l'IREPI recommande au MIDI de soutenir l'innovation dans les initiatives des entreprises pour une francisation en milieu de travail et dans le domaine de la gestion de la diversité par un apprentissage mutuel de différents acteurs impliqués dans le processus d'intégration des personnes immigrantes, c'est-à-dire les entreprises, les organismes communautaires, cégep, centres de recherche, municipalités, etc. L'orientation 7 du document portant sur la planification de l'immigration affirme que dans les années à venir, le gouvernement du Québec souhaite favoriser la sélection de personnes qui connaissent les valeurs démocratiques et québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La remarque nous semble problématique et renvoie à une longue polémique qui a fait couler beaucoup d'encre dans les milieux académiques et médiatiques depuis les années 80. En effet, procéder à une favorisation dans la sélection des personnes immigrantes qui connaissent les valeurs démocratiques peut faire l'objet de plusieurs interprétations qui promeuvent l'exclusion. À partir de quel indicateur une personne candidate à l'immigration serait considérée conforme ou non aux valeurs québécoises? La méconnaissance des valeurs québécoises amène-t-elle une exclusion des candidats à l'immigration? Peut-on croire que les valeurs québécoises peuvent être apprises et valorisées en terre québécoise? N'y a-t-il pas un danger de créer un sous-entendu préjudiciable entre ceux qui nous ressemblent et les autres, c'est-à-dire ceux qui proviennent des sociétés qui n'ont pas les mêmes codes et valeurs du Québec? Dans ce sens, l'IREPI recommande au MIDI de continuer les efforts qui favorisent l'intégration, la pleine participation des personnes immigrantes et de miser sur le développement des formations sur l'histoire du Québec, sur l'histoire de l'immigration au Québec, les valeurs de la société ainsi que le développement des compétences interculturelles qui contribuent au développement des relations harmonieuses entre les citoyens du Québec. Le document de consultation évoque l'importance des populations ayant un statut temporaire, comme les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires. Cette population ou ces populations peuvent vivre une certaine fragilisation due à un statut précaire. Idem pour la population demandeur de statut de réfugié. Il s'agit d'une population ayant souvent vécu des problèmes sociaux et économiques pouvant les fragiliser psychologiquement, ce qui demande des services adaptés à leur vécu migratoire. Dans le cas des demandeurs de statut de réfugié, leur statut incertain peut rendre leur intégration socio-professionnelle plus longue et imprévisible. Les données provenant de nos enquêtes de terrain portant sur la régionalisation des personnes immigrantes démontrent que nombre d'entreprises et d'autres acteurs ne sont pas assez outillés pour répondre aux besoins des demandeurs d'asile et personnes réfugiées qui sont plus enclins à s'établir en région d'une manière plus durable
que les autres catégories d'immigration. Alors, l'IRIPIC recommande au MIDI de soutenir les efforts de collaboration, de partage des expériences et des compétences entre les entreprises et les acteurs montréalais et régionaux qui participent au processus d'intégration des personnes réfugiées ou en attente de la reconnaissance de statut de réfugié dans leur démarche visant à mieux répondre à leurs besoins d'intégration. L'IRIPI recommande une prise en charge et une évaluation des risques encourus par les demandeurs de statut de réfugié, notamment lors des premiers mois au Québec, soit avant l'obtention par eux d'un permis de travail et d'un emploi correspondant à leurs aspirations. Alors, pour conclure, notre message est un message d'encadrement, de soutien, d'aide à la francisation et une évaluation de ce qui existe déjà. Le Québec a toujours innové dans ce domaine-là. Il faut continuer dans ce sens. Merci. Monsieur El Hadji, c'est comme ça que je prononce? El Hadj. El Hadj. Oui. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période d'échange en débutant avec le parti formant le gouvernement. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Monsieur El Hadj, Madame Kloback, bonjour. Merci d'être à l'Assemblée nationale pour présenter votre mémoire. Écoutez, quelques questions d'entrée de jeu. Vous avez dit, écoutez, il faut davantage soutenir l'intégration. Récemment, on a annoncé la mise en place d'un parcours d'accompagnement personnalisé de 20 millions de dollars. Le fait aussi de donner une allocation pour suivre la session Objectif Intégration, qui renseigne sur les codes socioculturels de la société québécoise, qui donne les clés aussi pour l'intégration en milieu de travail, qui fait un portrait général des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. En francisation, on a annoncé une bonification de l'allocation à temps plein de 141 à 185 $. On a également créé une nouvelle allocation à temps partiel. Auparavant, c'était 0 $. Maintenant, c'est 15 $ par jour de formation. On va engager 80 nouveaux professeurs aussi en francisation. On crée des sessions intercalées pour que l'accès à la francisation soit plus facile en fonction de l'horaire. On va avoir éventuellement un guichet unique. Est-ce que ces mesures-là sont un pas dans la bonne direction? Je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Il faut voir maintenant leur impact. Il faut voir par la suite qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et comme tous les programmes qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, depuis les années 60-70, il y a eu énormément d'innovations au Québec dans les programmes qui visent à intégrer, évidemment. Il y a certains programmes, probablement, qu'il faut les revoir ou qu'il faut les améliorer. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il faut continuer à soutenir. Nous, on dit qu'il faut continuer à soutenir, justement, cette démarche d'intégration ici. Alors, je pense que oui, en effet, c'est la bonne voie. Maintenant, il va falloir peut-être attendre c'est quoi l'impact de toutes ces mesures-là sur les objectifs visés, évidemment. Mais on est sur une bonne voie. Depuis les années 70, on travaille sur ces programmes, on s'améliore. Il y a des aspects qui sont moins intéressants, des programmes qui étaient moins intéressants, on les a passés. D'autres qui sont plus intéressantes, on a bonifié. Il faut continuer. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est la première fois qu'il y a autant d'argent au ministère de l'Immigration pour faire en sorte d'assurer l'intégration et la francisation? Je pense qu'on a assez de sous, d'argent maintenant, et il faut les investir à cette bonne place, évidemment. Okay. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que, juste pour illustrer mon propos, ça revient à un choix politique, puis ça revient à un choix de société. Quand on décide de consacrer les ressources comme on le fait dans le dernier budget, puis de pouvoir vraiment créer un parcours d'accompagnement personnalisé, donner davantage de ressources en francisation, notre objectif à nous, c'est vraiment d'accompagner les personnes migrantes dès l'étranger pour faire en sorte que tout le processus d'intégration puisse être couronné de succès. Mais je comprends ce que vous nous dites, c'est que, dans le fond, avec le parcours, supposons, on va être en mesure de juger les bienfaits dans quelques mois, quelques années, puis vous nous invitez à rester vigilants pour ajuster le programme si jamais il y a des choses qui fonctionnent pas ou d'une façon à le bonifier. Okay. C'est dans ce sens-là. En fait, le Québec a depuis longtemps
créer des programmes. On n'est pas dans un désert de programmes là-dessus. C'est justement cet aspect-là de l'évaluer, de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on enlève. Ça, c'est très important. Et vu qu'il y a beaucoup de sous actuellement, je pense que c'est une conjoncture intéressante de voir, d'évaluer tout ça et d'investir là-dedans, d'ajouter, d'enlever et de bonifier. OK. Parlons un peu des valeurs. Oui. Tout à l'heure, vous disiez ça peut porter à l'exclusion. Pouvez-vous expliquer davantage ce que vous voulez dire par là? Parce que on a modifié dans le projet de loi 9 la loi sur l'immigration, justement pour faire référence aux valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, les valeurs démocratiques aussi. En quoi le fait de prôner l'adhésion à ces valeurs, je vous dirais, aux fondations de la société québécoise, ça milite en faveur de l'exclusion? En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on le dit. On dit dans le texte de consultation, ce qui a été dit, c'est on veut favoriser la sélection des personnes qui connaissent les valeurs. Notre interprétation, on s'est posé des questions. Donc, si une personne ne connaît pas la valeur québécoise à partir du pays d'origine, elle serait exclue. On se pose la question, est-ce qu'elle va être exclue? Est-ce que ce candidat-là, qui ne connaissait pas au préalable les valeurs québécoises, elle serait tassée? Je connais plusieurs personnes qui sont arrivées au Québec. J'en suis une de ces personnes-là. Dans les années 90, je ne connaissais pas les valeurs québécoises. Donc, je serais exclu dans ce cas-là. Et bien d'autres personnes, évidemment. C'est ça notre interrogation. On est d'accord pour dire qu'il se fait énormément de choses au Québec d'une façon super intéressante sur le plan de l'éducation, de la formation, justement sur la question des valeurs québécoises, et ça donne fruit. Alors, la question, on s'interroge tout simplement, pourquoi il faut la mettre en amont avant d'arriver? Pourquoi pas, vu qu'il y a beaucoup de travail qui se fait ici, de l'accompagnement justement personnalisé, pourquoi ne pas garder ça et le bonifier? Notre recommandation va dans ce sens-là, c'est de dire, travaillons là-dessus, ici. Une fois une personne est arrivée ici, on est capable de l'intégrer. Vous savez, on le sait, sur cette question-là, il n'y a rien de mieux que de se frotter aux gens. Autrement dit, de connaître l'environnement social, de connaître l'environnement ambiant. Il faut rencontrer les gens. C'est comme ça qu'on apprend. Les théories sur l'apprentissage, sur le contact nous disent, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut être en contact avec les gens. Si quelqu'un veut m'apprendre quelque chose, bien, c'est par ce moyen-là. Moi, je pense, mon parcours personnel, c'est la famille Quévillon, c'est la famille Tremblay, c'est la famille Gagnon, c'est la famille Gascon. C'est elles qui m'ont montré qu'est-ce que c'est les valeurs québécoises. Et c'est comme ça que j'ai aimé les valeurs québécoises. Et comme moi, il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui ont appris les valeurs québécoises comme ça. Je ne peux pas, personnellement, je ne peux pas imaginer qu'à partir de l'étranger, je vais apprendre ou connaître, parce que c'est ça aussi, c'est connaître les valeurs québécoises. Oui, je peux les connaître, mais je préfère adhérer aussi. On peut faire un beau travail ici. On le fait déjà. C'est dans ce sens-là. C'est des interrogations. Est-ce qu'il va y avoir une exclusion si je ne connais pas les valeurs québécoises? Vous savez qu'actuellement, toute personne qui émigre au Québec doit signer une déclaration d'adhésion aux valeurs québécoises. Donc, vous dites, ça, c'est pas pertinent. Parce que la question qui se pose fondamentalement, c'est de dire, il est possible d'être accompagné, il est possible d'être confronté à ces valeurs-là un coup au Québec. Mais dès le départ aussi, il faut savoir dans quelle société on s'en vient. Puis, sur la question de l'engagement partagé, ça, c'est important. Parce que si, dès le départ, on dit moi, la démocratie, moi, l'égalité entre les femmes et les hommes, moi, la non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, j'adhère pas à ça. Je suis pas convaincu que ça va faire grandement avancer la société québécoise. Alors, je suis d'accord avec vous que la forme d'apprentissage, c'est quand on est dans le bain puis tout ça, mais il n'y a rien qui empêche dès le départ, en termes de contrat moral au niveau de l'immigration, de dire voici quels sont les paramètres de la société québécoise. Sachez que la société québécoise est un État de droit. Sachez que
on va faire en sorte d'avoir une société qui est égalitaire, que les principes de non-discrimination sont enchâssés, qu'on va faire en sorte que l'opportunité pour tous et chacun de faire ce qui soit dans la société québécoise est présente. Vous savez, un peu dans ce sens-là, moi, je considère pas que c'est une forme d'exclusion, mais c'est plutôt de l'inclusion de dire voici les paramètres de la société québécoise dès le départ. Très bien. Là-dessus, je vous suis. Vous avez parlé de valeurs moraux ou de contrat moral. On a déjà eu cette expérience-là en 1984 et ça a été évalué et remplacé par le contrat civique pour une raison simple, c'est que le contrat moral, à l'époque, engageait seulement la personne immigrante. Et lorsque le Parti québécois est arrivé, il a dit non, bien, il faut réfléchir davantage, il faut engager davantage les solidarités, il faut engager davantage la participation de tout le monde. Là. Et c'était des valeurs de citoyenneté très pertinentes et intéressantes. Malheureusement, on n'en parle pas aujourd'hui, au moins. Mon intervention visait à dire, tout simplement, et c'est une question de dire, est-ce que si une personne ne connaît pas, un jeune de 18 ans qui ne connaît pas au préalable les valeurs québécoises, est-ce qu'il va être exclu? C'est tout simplement ça. Et pourquoi? Parce qu'il peut les apprendre ici. Il peut les connaître ici, parce qu'il va rencontrer du monde ici, à l'école. Il va avoir des cours ici, et tout ça. C'est tout simplement ça. Mais là-dessus, vous dites le sens civique, l'adhésion civique. Bien, j'en suis, parce que l'immigration, c'est un engagement partagé de la société d'accueil et de la personne immigrante. Donc, il faut s'assurer que tout le monde travaille dans la même direction. Alors, nous, c'est très clair que notre plan est justement là pour mobiliser les acteurs locaux aussi. Puis, on a vu beaucoup dans le cadre de la consultation, plusieurs entreprises qui sont venues nous dire, écoutez, nous, là, on est partie prenante au processus d'intégration, de francisation. On veut continuer. On s'assure la première semaine, je pense que c'est Olimel qui nous disait, écoutez, la première semaine, c'est consacré à la caisse populaire, trouver un logement, vraiment accompagner les gens. Alors, je pense que du point de vue de la société québécoise, l'effort, il est fait. Puis vraiment, les efforts sont déployés. Alors, écoutez, je vais m'arrêter ici parce que je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions, mais je vous remercie pour la présentation. Merci. Effectivement, Monsieur le ministre, votre collègue de Chauveau désire prendre la parole. Merci. Allez-y. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Heureux de vous retrouver, ainsi que tous les collègues ce matin. Monsieur Elage, Madame Schlobach, merci beaucoup de votre présentation. Merci. Et pour avoir été impliqué quand même un peu en immigration, il y a un élément que vous avez mentionné que je trouve central, c'est la concertation. On parle beaucoup de seuil, on parle beaucoup d'accueil, mais pour réussir, c'est un travail collectif. Mais le fait que vous avez mis l'emphase ce matin sur la concertation, sur cette intégration-là, tous les partenaires doivent être impliqués. Est-ce que dans votre institut de recherche, vous avez identifié des lacunes en cette matière? Parce que ma perception dans la région de Québec, bien sûr, c'est peut-être différent ailleurs, mais il y avait quand même une relativement bonne concertation entre les acteurs. Mais avez-vous identifié des problèmes majeurs à l'intérieur de la concertation qui favorisent l'intégration de nos personnes immigrantes lorsqu'ils arrivent au Québec? Oui, tu veux répondre aussi. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il manquerait quelques aspects dans cette chaîne de concertation, notamment, par exemple, entre région Montréal et région aussi. Ce que nous avons remarqué aussi, qu'on peut innover davantage aussi dans le sens de créer ce qu'on appelle des tables situationnelles. Donc, ce n'est pas juste de la concertation, mais ce sont des tables situationnelles qui peuvent être des regroupements des professionnels. Donc, on est au niveau professionnel, pas des décideurs, au niveau professionnel, qui peuvent travailler en concertation et partager des études de cas problématiques, mais aussi désigner un groupe ou quelqu'un qui peut travailler sur la solution et faire un suivi par la suite. Ce ne sont pas des communautés de pratique, ce sont des tables situationnelles. Et on a peu de tables situationnelles au Québec. Dans l'Ouest, c'est beaucoup plus développé, ce qu'on appelle communément les hubs. Ça peut être très intéressant peut-être de voir comment des professionnels qui sont dans le même domaine peuvent se regrouper
et faire des études de cas et désigner quelqu'un pour trouver des solutions par rapport à un problème qui existe. Voyez-vous, on est loin, c'est différent d'une communauté de pratique. On sait c'est quoi une communauté de pratique. Ça peut être un regroupement de professionnels qui sont là pour échanger de l'information, avoir des formations et autres, mais ils ne travaillent pas sur l'intervention, par exemple, pour trouver des solutions pratico-pratiques rapides avec un porteur de dossier. Est-ce que cette approche-là, que vous parlez situationnelle, parce qu'un des défis qu'on a à relever, c'est la régionalisation de l'immigration. On sait que la majorité vont dans la grande région de Montréal. C'est normal, il y a plus de diversité culturelle dans la région métropolitaine qu'ailleurs au Québec. Mais est-ce que cette façon de faire-là, est-ce que c'est des solutions que vous proposez pour favoriser notamment la régionalisation? En fait, ça peut être une façon, il faut l'étudier avec les personnes les plus concernées. L'approche à l'IRIPI est de dire on co-construit avec les personnes présentes, évidemment. Et souvent, il ne faut pas oublier que parmi les personnes les plus importantes, c'est la personne immigrante elle-même, c'est-à-dire ceux qui peuvent représenter ces groupes-là, et non seulement dans un organisme ou dans un ministère, mais aussi la personne qui est là, qui peut parler au nom de ses collègues. Et ça, c'est très important de l'inclure dans la solution, évidemment. Mais notre approche, c'est de travailler avec tout le monde, toujours, et à partir du terrain, nous, on va présenter quelque chose, évidemment. J'aimerais poursuivre avec vous, M. Elage, si vous me permettez, sur la régionalisation, justement. Quelles sont les principales barrières que vous avez identifiées qui défavorisent la régionalisation? Qu'est-ce que vous percevez au sein des personnes immigrantes qui fait que c'est difficile de les amener à Québec, de les amener au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la région du Bas-Saint-Laurent, pour ne nommer que celle-là? Quelles sont les principales barrières? Bien, ça revient toujours, il y a un consensus là-dessus. Le réseau social, le réseau professionnel, c'est vraiment des barrières. Des fois, ça peut être la question de la connaissance du français aussi, ça peut être une barrière. Si on parle des barrières, ça peut être ceux-là qui reviennent le plus souvent. Donc, c'est des barrières à travailler là-dessus aussi. En conclusion. Pardon? En conclusion. Oui. Alors, c'est ça des barrières. Voilà. Très bien. Oui. Bien, il vous reste une dizaine de secondes. Simplement vous remercier à ce moment-là. J'aurais aimé parler de votre proposition au niveau de l'histoire, l'enseignement de l'histoire aux personnes immigrantes, mais peut-être mes collègues poseront des questions à ce niveau-là. C'est bien, la suggestion de collaboration, j'aime ça. On est en train de réinventer les règles à l'Assemblée nationale, j'adore ça. On travaille en collégialité. Et j'invite maintenant le parti formant l'opposition officielle à prendre la parole. Monsieur le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Allez-y. Vous pouvez l'inviter à Québec. Hein. Il est juste à Montréal. Madame Schlobach, Monsieur Elhaj, bienvenue. Merci pour votre présence et pour votre rapport. J'ai entendu lors de votre présentation parler du leadership politique. Vous l'avez dit à 2 ou 3 reprises. Pour vous, c'est quoi le leadership politique? Bien, en fait, c'est prendre le bâton de pèlerin et aller voir, aller mobiliser les parties prenantes de plus haut au plus bas aussi. Donc, aller voir les personnes, aller voir les grands groupes et travailler à faire avancer d'une façon concertée le dossier de l'immigration, le dossier de la gestion de la diversité, les relations interculturelles et autres. Et sentez-vous que ce leadership politique existe ou bien vous souhaitez qu'il existe? Il a toujours existé, ce leadership. Au Québec, depuis Gérald Godin. Lorsqu'on ouvre les livres, on regarde l'histoire de pionniers, si vous voulez, dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'interculturalisme est né avec M. Godin à l'époque. Et tous les partis politiques, par la suite, ont mis leur grain de sel aussi là-dessus avec un leadership politique. Donc, c'est très, très important. Mon intervention est de rappeler, au-delà des impératifs économiques, au-delà de ça, là, il y a aussi et surtout le leadership politique. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Je ne suis pas en train de dire c'est un moins au plus, c'est pas ça. Ouais. C'est qu'il faut l'adopter. Il faut le souligner. Excellent. Vous avez soulevé des inquiétudes, et corrigez-moi si je me trompe, par rapport à la façon avec laquelle, je ne pense pas que vous avez dit que par rapport au test de valeur, mais la façon avec laquelle
on s'attend à voir un résultat. Et pour vous, le résultat, c'est l'adhésion, c'est l'appartenance à cette société. Vous pensez que le ministère, avec sa façon avec laquelle il veut aller chercher ça, il se prend de la mauvaise façon ou probablement pas de la bonne manière. Juste comprendre le résultat, quand vous dites le résultat, quel résultat? En fait, vous avez dit qu'il va y avoir des gens exclus, qui vont se sentir exclus, etc. Pour moi, c'est un résultat et vous semblez être... maîtriser le sujet, vous êtes à la tête de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants. Moi, ce que j'aimerais avec vous aujourd'hui, c'est ne dire, parce que nous avons eu le débat pendant le projet de loi 9 par rapport au test des valeurs, et on comprend la volonté du ministre et du ministère par rapport au test des valeurs. Moi, ma question aujourd'hui, elle est très claire. Si on s'attend à avoir de l'adhésion à des résultats escomptés probants, ça serait quoi votre démarche? Ça serait d'aller mesurer comment ça se passe sur le terrain. On veut savoir qu'est-ce que c'est exactement. Lorsqu'on veut dire, si je prends l'exemple de favoriser la sélection des candidats en amont, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut favoriser la sélection à partir de leur connaissance ou non des valeurs? Si on parle de cet exemple-là, juste, on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Connaissance. Donc, il faut mesurer toutes ces appellations-là et voir est-ce qu'il y aura une exclusion, par exemple. C'est dans ce sens-là. Une personne qui ne connaît pas les valeurs, pour nous, elle peut les apprendre après. C'est pas... Mais c'est quand même intéressant parce que le ministre vous a répondu, vous a dit, écoutez, là, les valeurs, pour moi, quelqu'un qui ne croit pas à l'égalité homme-femme, quelqu'un qui ne croit pas à telle valeur, il n'a pas de place à venir au Québec. Mais vous allez beaucoup plus loin que ça. C'est que oui, on peut répondre que oui, je suis pour l'égalité homme-femme, mais sur les faits, sur le terrain, vous pensez que probablement... il y aura une matière à apprentissage sur le terrain. Est-ce que c'est... En fait, nous, on s'appuie sur ce monde qu'on appelle les relations interculturelles, d'accord? Sur les théories qui touchent cet aspect-là. On parle de théorie de contact, de l'apprentissage, et ces théories-là nous apprennent que ça se construit avec l'autre. Donc, il y a un apprentissage à faire au contact de l'autre. Et moi, ce que je dis, je fais confiance à ce que le Québec a innové depuis très longtemps. Et je fais confiance au peuple québécois et à tout le monde qui entoure la personne qui arrive. Et on dit aussi, l'intégration, c'est pas juste l'affaire d'une personne ou d'un ministère, c'est tout le monde. Il faut que tout le monde participe. Et je suis certain, vous avez autour de vous, autour de nous tous ici, peut-être ici dans la salle, des personnes qui ont eu ces expériences-là. De contact, d'aller dans des familles, d'avoir eu des histoires, raconter des histoires, et ça change aussi au fur et à mesure. Donc, pour vous, le Québec, s'il suit la logique de faire un test avant l'arrivée des immigrants, on passe à côté des résultats escomptés, et ce que vous proposez, c'est plus laisser le temps aux gens qu'on accueille de vivre et de faire leur point de vue au niveau local, en co-construction avec la société d'accueil et probablement, s'il y a matière à accepter un test, que le test soit plus tard. En fait, c'est comme un parcours universitaire. On ne te questionne pas, on ne te fait pas passer un test au début du cours, mais plutôt après 40 heures d'heures ou dans un cours. Est-ce que c'est la même logique que vous voulez? En fait, dans certains programmes, il y a des tests... Avant Mais moi, c'est pas ça ce que je dis. On questionne, on veut savoir, on veut comprendre comment ça se fait. Est-ce que ça va exclure des personnes si la personne ne connaît pas? Je reviens encore au mot « connaître ». Si la personne ne connaît pas les valeurs, est-ce qu'elle va être exclue? Okay. J'ai une toute dernière question. Après, c'est ma collègue qui va poursuivre. Vous avez parlé d'une problématique que je partage avec vous aussi. C'est les services psychosociaux et services juridiques aux immigrants temporaires. Oui. Ça serait quoi votre proposition par rapport au Midi? Est-ce que vous pensez qu'il faut les inclure dans le parcours personnalisé ou
C'est quoi votre suggestion? En fait, on s'est rendu compte à plusieurs reprises, par exemple dans le cadre de certains étudiants étrangers qui ont des assurances ici, mais il nous arrive parfois que ces étudiants-là, lorsqu'ils ont des besoins particuliers, n'ont pas les moyens de payer, par exemple, le psychologue ou le médecin, pour par la suite réclamer les assurances. Alors, ça devient un peu difficile. Dans ce sens-là, peut-être il faut travailler sur ces difficultés-là. Et comment vous voyez la solution? Moi, ce que je vois, peut-être s'entendre avec les compagnies d'assurance pour dire peut-être qu'ils puissent avoir accès aux services et par la suite, le travail peut se faire entre la compagnie d'assurance et le médecin ou la psychologue, par exemple. Merci. Oui, je comprends que la députée de Fabre, bienvenue. Merci. Bon retour, Madame la vice-présidente. Merci, bien heureuse d'être de retour. Ah oui, absolument. J'entends que vous désirez prendre la parole. Oui, Madame la présidente, combien de temps me reste-t-il? Il vous reste 3 minutes. Alors, je serai succincte. Alors, bienvenue à vous deux. Très contente de vous entendre. Moi, je veux revenir sur le parcours individualisé. Vous avez nommé des préoccupations et c'est de la musique à mes oreilles quand vous dites qu'il faut rencontrer les gens. C'est comme ça qu'on apprend. Vous avez tellement raison pour avoir été presque 20 ans de ma vie dans l'approche globale d'accompagnement personnalisé des gens. Alors, je veux vous poser une question très précise sur les préoccupations que vous avez sur le système collaboratif. Vous avez nommé que c'est l'affaire de tous et vous avez nommé dans votre mémoire également la place des organismes communautaires qui ont développé une expertise, qui ont développé des bilans de compétences par des conseils d'orientation qui sont reconnus et qui contribuent évidemment à l'accompagnement très qualitatif des personnes. Est-ce que vous n'avez pas la crainte, la préoccupation qu'avec l'annonce du ministre, l'ajout du 20 millions et des agents d'intégration ne se retrouve pas dans un dédoublement très sensible entre le mandat, les 4 volets du mandat de l'agent d'intégration, qui sont très souvent des copies-collées des mandats d'organismes. Je pense entre autres au Carrefour d'Interculture à Laval chez nous, qui font exactement ce même premier travail de première ligne d'accompagnement personnalisé? C'est une très bonne question. Je ne peux pas répondre au complet à cette question-là, mais ce que je peux dire, c'est que les organismes communautaires ont travaillé depuis longtemps avec le ministère. C'est des partenaires du ministère de l'Immigration depuis toujours. C'est dans ce sens-là, je pense que je peux pas savoir comment ça va s'articuler. Je suis pas dans cette position-là. Donc, je préfère ne pas répondre directement à cette. Mais je pense que historiquement, on le sait, les organismes communautaires étaient des partenaires, et ils le sont toujours, je pense, partenaires du ministère de l'Immigration, de la diversité. Et dans ce sens-là, la collaboration doit continuer, non pas d'une façon compétitive, mais collaborative. Il reste 45 secondes au bloc d'échange. Je vais vous remercier. Je vais peut-être simplement dire, dans votre recommandation 2, vous avez parlé de valoriser des façons de faire innovantes pour la francisation. Est-ce qu'il n'y a pas un état de situation que vous envisagez des bonnes pratiques déjà existantes? Exactement, oui. Il y a beaucoup de bonnes pratiques existantes. Il faut les faire valoir. Nous, lorsqu'on a parlé de la francisation en entreprise, surtout, c'est peut-être, par exemple, comme innovation, c'est de créer un fonds pour les entreprises qui désirent créer ou innover dans ce domaine-là en entreprise. Oui. Ça peut être l'utilisation d'une approche contextualisée, par exemple, en entreprise, c'est-à-dire des pratiques de francisation très adaptées à un milieu particulier. C'est dans ce sens-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Très bien, merci. Nous sommes maintenant rendus à donner la parole au deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Laurier-Dorion, la parole est à vous. Madame la Présidente. Allez-y. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale. Écoutez, à la page 9, vous dites que différents travaux, je vous cite, ont permis de constater la présence de discriminations qui prennent diverses formes dans les milieux de travail. Au-delà du caractère inacceptable d'une discrimination consciente ou inconsciente, mais le but de la politique qui est mise de l'avant par le gouvernement, c'est d'utiliser le plein potentiel économique des personnes qu'on reçoit ici. Évidemment, cette discrimination, d'après ce que vous dites, nous empêche la société québécoise d'utiliser ces potentiels-là des personnes qui ont été sélectionnées.
Est-ce que vous pensez que le document, la consultation met en pointe et clair, met en relief cette problématique-là, s'il y a des mesures qui sont prises pour trouver des solutions, et qu'est-ce qui pourrait être fait selon vous pour contrer cette discrimination-là qu'on pourrait appeler systémique? Bien, ce que je vois, c'est que le ministère, au contraire, il investit actuellement. Là, c'est ce qu'on entend. Il y a beaucoup d'investissements qui vont dans ce sens-là, ce qui est une bonne chose aussi. Là. Nous, on se base aussi sur des recherches qui ont été faites sur cette question-là. Ce qu'on pense, par exemple, dans cette question, je vous donne un exemple. Il y a quelques grandes entreprises qui ont des cadres de référence à l'intérieur, des politiques internes, sur les sujets qui touchent la gestion de la diversité, contre la discrimination et autres. D'accord? Moi, je pense comme un bel exercice, ça peut être d'encourager d'autres entreprises d'aller dans ce sens-là. Ça peut être des PME, ça peut être un regroupement de PME d'aller dans le sens de créer un cadre de référence interne, évidemment, d'encourager les bonnes pratiques, d'encourager des formations et ainsi de suite. Ça peut être une bonne solution, étant donné que actuellement il y a une conjoncture favorable, et tout le monde veut employer des personnes aussi, puis on le dit, on le nomme. Ça peut être une bonne conjoncture de dire on va vous encourager aussi à développer des cadres de référence à l'interne. Peu importe comment on va l'appeler, plan d'action, ça peut être une politique interne ou autre. En 30 secondes. Les risques encourus par les personnes réfugiées, à quoi faites-vous allusion dans votre recommandation? En fait, on fait allusion aux demandeurs d'asile, aux familles, par exemple l'accès aux garderies, l'accès, par exemple, à des services d'aide en emploi. Je sais que ça se fait, mais c'est très... comment je veux dire? Il faut investir, je pense, là-dedans afin de favoriser cette accessibilité de façon optimale aux personnes demandeurs d'asile. C'est dans ce sens-là. Il y a un accès, mais c'est contingenté là, actuellement. Il y a certains organismes communautaires qui donnent quand même accès, mais c'est contingenté. Il faut investir là. Merci. Nous en sommes maintenant au troisième groupe formant l'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. On met beaucoup l'emphase sur la reconnaissance des compétences, puis c'est un volet qui est difficile. C'est difficile de mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on doit faire exactement, mais vous avez mentionné des outils qui sont développés par des organismes communautaires, formation de bilan de compétences et plans d'action personnalisés qui pourraient servir d'exemple pour un potentiel système qui serait mis en place par le gouvernement. Est-ce que vous pouvez développer davantage pour qu'on puisse peut-être, je sais pas, informer le ministre de solutions envisageables? Oui, je peux. Oui, en fait, nous, ce qu'on parle ce qu'on a voulu exprimer comme message quand on a parlé de la question de la reconnaissance des compétences, c'est le fait que c'est quelque chose qui concerne plusieurs acteurs dans la société. Et il y a certains acteurs qui ont développé certaines expertises. Donc, on peut parler des organismes communautaires qui font leur propre travail de reconnaissance de compétences. Oui, concrètement, quand on parle de formation, de bilan de compétences, en quoi ça consiste? Est-ce que vous savez, est-ce que vous pourriez le détailler? C'est que dans les organismes, les conseillers en emploi, ils font un bilan de compétences avec les personnes immigrantes pour trouver quelles sont les compétences existantes, quelles sont les compétences transférables, quelles sont les compétences à acquérir. Et ils font tout un bilan pour voir comment acquérir les compétences manquantes pour les objectifs en emploi des personnes. Donc, on parle vraiment des gens qui sont déjà ici puis qui cherchent encore un emploi là, et que c'est plus difficile pour Oui, on parle des gens qui sont arrivés en tant que... Oui. Mais ce que je voulais juste exprimer, c'est que ça, c'est juste un petit exemple de toutes les expertises qui ont été développées par plusieurs acteurs. Donc, par exemple, les ordres professionnels, ils sont en train de mettre en place des systèmes de reconnaissance de compétences. C'est des initiatives qui commencent et qui gagneraient à être partagées par les différents types d'acteurs. Donc, les employeurs aussi, ils ont beaucoup de difficultés, mais ils ont quand même trouvé des moyens de reconnaître. Donc, nous, notre recommandation, c'est vraiment de faire dialoguer ces différents acteurs parce que peut-être que la reconnaissance d'un acteur va aider l'autre à faire mieux son travail. En conclusion, il reste 30 secondes. Ben, ça va. Merci beaucoup. C'est gentil. Très bien. Madame Schlobach, Monsieur El Hadj, je vous remercie pour votre collaboration à la commission.
Je suspends momentanément les travaux pour permettre au prochain groupe de prendre place. Merci.